Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle émission, donc la cinquième Justice citoyenne Regard croisé. Donc tous les lundis à 20 h entre le collectif Libertad et l'avocat maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier. Donc ce soir, on va aborder donc un sujet donc également donc d'actualité qui a déjà été traité notamment par David, dont on va redévelopper ce soir, notamment la question prioritaire de constitutionnalité, les fameuses QPC dont vous avez déjà entendu parler. Alors, comme on vous l'a déjà expliqué dans les précédentes émissions, cette émission est également donc la vôtre. Donc, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, vos suggestions de sujets d'actualité que vous souhaiteriez aborder, d'un point de vue juridique, que pourrait nous décrypter donc David Guyon. Juste avant de lui donner la parole, je fais toujours le petit speech. Pensez à vous abonner à la page Facebook du collectif Libertad ainsi que celle de David Guyon, la chaîne YouTube de David Guyon et la chaîne YouTube de collectif Libertad. Il y a d'autres contenus qui sont diffusés sur chacune des chaînes de manière régulière et on diffuse également en direct pour vous donner l'information, pour montrer aux gens comme quoi on va dire, ramener les personnes si c'est possible, notamment sur les chaînes, également donc sur mon compte Twitter personnel. Voilà. Donc, pour tout ce qui est questions, je vous redis, comme habituellement, si vous n'avez pas l'habitude de cette émission, toutes les questions en direct sur notre plateforme de streaming, là, on les voit arriver, nous, directement. Donc, toutes les questions et tous les commentaires qui sont postés uniquement donc, sur les deux pages Facebook et sur les deux chaînes YouTube. Si vous les postez en direct, on les voit apparaître, ce qui nous permettra donc d'aborder la question en direct et de discuter éventuellement des sujets que vous auriez à nous proposer. Voilà, j'ai fait mon speech, donc pensez bien aux abonnements. David, je t'en prie, je te laisse réactiver ton micro et je te laisse la parole. Bonsoir David. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Écoute, très heureux de te retrouver. Je crois que c'est notre cinquième émission ce soir. Et toujours heureux de voir qu'on va parler de sujets d'actualité, actualité juridique. Pourquoi ? Parce que tu l'as dit, effectivement, on avait déjà abordé la QPC, mais en fait, très souvent, je constate dans les commentaires qu'en réalité, on ne sait pas trop de quoi on est en train de parler. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de revenir là-dessus, d'expliquer en fait un peu l'historique de la QPC. Je suis en train de le voir actuellement avec mes étudiants de première année à l'Université de droit de Montpellier, et je me suis dit c'est dommage de ne pas en faire profiter également tous ceux qui nous regardent toutes les semaines, parce que ça peut un jour les intéresser. Ça intéresse déjà les soignants, puisqu'on en parlera un petit peu en fin d'émission, mais on a déjà 2 QPC qui sont déposés actuellement, et je vais revenir dessus. Il y a des vidéos qui ont été déposées sur la chaîne, mais surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était de revenir un peu sur la genèse, sur quel est en fait l'outil, quel est son intérêt, pourquoi on a créé finalement une question prioritaire de constitutionnalité, quels sont les avantages qu'on peut en attendre, mais surtout en fait les inconvénients. Le système est perfectible, mais pour ça, il faut forcément comprendre un peu tous les enjeux. C'est un peu l'objet de la petite émission du jour, c'est-à-dire vous permettre de comprendre ce qu'est une question prioritaire de constitutionnalité et ce qu'on peut en attendre de cet outil. Alors moi aussi Pierrick, je fais un rapide rappel, je vous invite forcément à vous abonner, à commenter la vidéo, puisque ça nous aide à être beaucoup plus visible sur la chaîne et sur toutes les personnes qui sont intéressées à ces questions de liberté fondamentale, parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous toutes les semaines, lundi à 20 h, c'est votre émission de justice citoyenne. Bien entendu, c'est vous qui choisissez les sujets. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous dire ce dont vous avez envie que l'on parle. Alors, comme d'habitude, l'émission du jour sera suivie d'un article juridique. Cet article, ça fait déjà plusieurs mois que je suis en train de l'écrire. Je le publierai peut-être en 2 ou 3 étapes, histoire de ne pas le rendre trop complexe. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce sera mon support, parce que c'est là-dessus que je pourrai m'appuyer afin de vous exposer un peu ce qu'est la question prioritaire de constitutionnalité. Alors, Pierrick, est-ce que tu as des questions avant qu'on commence un petit peu à revenir sur une notion fondamentale qui est la hiérarchie des normes ? Alors, en termes de hiérarchie en tant que telle, pas spécialement. Alors, on pourrait reparler très rapidement, si j'ai cru comprendre, on a le droit européen avec ensuite les lois constitutionnelles, c'est ça. Si tu veux nous reparler, des fois, j'ai toujours un petit doute sur ce qu'on appelle les lois. On va revenir dessus parce que ça me paraît important que tout le monde sache un petit peu de quoi on parle. Alors, c'était en plus une notion assez intéressante, puisque j'étais en train d'en discuter tout à l'heure lorsque j'étais en train de
parler avec mes étudiants. Je vais t'envoyer un lien qui va te permettre un peu de montrer à nos téléspectateurs ce qu'est la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, c'est assez simple. C'est un... Juste 2 secondes, David. Je n'ai pas spécialement cette habitude, tu m'excuses. Je tiens à redire 2 choses. Première chose, à tous ceux qui nous regardent, donc tous les liens donc on vous met soit à l'écran dont on vous parle, je les mets en commentaire. C'est-à-dire que vous allez les avoir apparaître en commentaire sur les pages Facebook et les chaînes YouTube. À chaque fois, tous les liens qui sont transmis par David, je vous les mets en commentaire, que je vais vous faire apparaître à l'écran. Et deuxième chose, c'est pour ça que je me suis permis de t'interrompre, tu me feras penser, David, à la fin de l'émission, on a notamment un commentaire de Abigail, même si on sort un petit peu du sujet du jour, je pense que ce sera très important de traiter. J'ai vu aussi tout à l'heure, je crois que ça parle de démission. Voilà. Donc on répondra à Abigail effectivement à la fin de l'émission. On répondra. Abigail, on a vu votre commentaire. Voilà, on a vu votre commentaire et on répondra à toutes les questions. Donc vraiment, posez vos questions au fur et à mesure. Pierrick, je te remercie de les noter. Et effectivement, à la toute fin, on en parlera parce que de toute façon, on va parler aussi des soignants suspendus à la fin de l'émission puisque les QPC, c'est en lien forcément avec les soignants suspendus. Alors, on va revenir un petit peu sur cette hiérarchie des normes. Tu l'as affiché un petit peu ou pas sur l'écran ? Je me mets dessus, ça arrive d'ici quelques secondes. Alors, rapidement, la hiérarchie des normes, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une théorie constitutionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on l'a conceptualisée, mais ça ne veut pas dire que ça s'applique vraiment parfaitement dans la vie réelle. Donc, déjà, c'est une théorie. Cette théorie constitutionnelle est apparue au début du XXe siècle et on peut dire qu'aujourd'hui, elle a reçu un très large accueil puisqu'une grosse partie des pays européens, notamment, eh bien, ont tenu compte de cette hiérarchie des normes dans leur propre système juridique. La hiérarchie des normes, c'est la petite pyramide que vous voyez ici. C'est de dire que la norme supérieure est une norme qui est fondamentale. Cette norme fondamentale va innerver toutes les règles qui lui sont inférieures. Pourquoi ? Parce que ces règles qui lui sont inférieures, pour être valides, doivent respecter la règle qui leur est supérieure. Vous avez au sommet de cette hiérarchie des normes la Constitution, et notamment le bloc de constitutionnalité, parce qu'en fait, ce n'est pas uniquement le texte de la Constitution de 58, mais ça sera peut-être une autre émission. Vous avez en dessous les conventions internationales, où on y met bien entendu le droit européen, et vous avez encore en dessous les lois. Pour qu'une loi soit conforme au droit national, elle doit être conforme à la fois aux conventions internationales, et il faut qu'elle soit conforme à la Constitution. Voilà un petit peu comment ça fonctionne de manière assez simpliste. Bien entendu, il y a des subtilités, mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail. Quoi qu'il en soit, retenez une chose, pour qu'une loi puisse être considérée comme légale, conforme à l'état du droit, il faut qu'elle soit conforme aux conventions internationales et à la Constitution. Le souci, c'est que cette théorie du droit constitutionnel qui veut que la règle inférieure soit conforme à la règle supérieure, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis, je l'ai expliqué, les années 30, lorsque Kelsen, cet auteur constitutionnaliste, a théorisé la hiérarchie des normes. Et pourtant, sous la 3e et 4e République, la France avait déjà connaissance de cette théorie, mais ce n'est pas pour autant qu'elle l'a respectée. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y avait une contrariété entre la Constitution et la loi, eh bien, c'était la loi qui l'emportait. À partir des années 40, sous la 4e République, on a commencé à comprendre qu'il était important quand même de faire en sorte que si on se fixe une loi fondamentale, qui est cette constitution, qui est vraiment finalement, en fait, c'est les règles du jeu qu'on se fixe entre les gouvernants et les gouvernés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous définissez ensemble qu'il y a un président de la République, un Premier ministre, un Parlement, vous définissez leurs rapports et vous définissez leurs rapports entre eux avec le peuple. Donc, c'est pas n'importe quelle règle, vous fixez vraiment les règles du jeu de base. Donc, si vous ne respectez pas ces règles du jeu de base, eh bien, on va avoir des règles qui vont évoluer, qui vont être modifiées au fur et à mesure que le jeu va se jouer. Donc, vous comprenez que si vous jouez au Monopoly et que vous changez les règles du jeu en cours de jeu, ça peut fausser le jeu. On est d'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, le fait de changer la Constitution lorsqu'elle a été contraire à la loi, ça a nécessairement causé des dysfonctionnements institutionnels. Raison pour laquelle, en 58, le général de Gaulle a compris qu'il était vraiment nécessaire de rendre de manière effective cette supériorité de la Constitution par rapport à toutes les autres normes. C'est ainsi donc qu'on a mis en place le Conseil constitutionnel. Donc le Conseil constitutionnel, c'est une juridiction spécialisée dont la seule et unique mission est de s'assurer de la conformité des lois à la Constitution, de la constitutionnalité des lois à la Constitution. Donc, ce Conseil constitutionnel, instauré en 58, va être le premier organe juridictionnel qui va assurer de manière effective
la parfaite conformité et supériorité de la Constitution sur toutes les autres règles qui lui sont inférieures. Voilà un petit peu comment on en est venu à cette idée de QPC. Initialement, de 58 jusqu'à 2008, vous voyez que c'est quand même, ça a duré un certain temps, eh bien, il n'existait seulement et uniquement que le contrôle a priori. C'est-à-dire, vous avez à un moment donné un projet de loi, une proposition de loi. On se met d'accord, on dit qu'on va déposer un texte parce qu'on veut faire évoluer le droit. Il y a ensuite les débats parlementaires, les amendements, la navette, la discussion, l'article 49.3 éventuellement. Et puis ensuite, vous avez l'adoption de la loi. Entre l'adoption et sa promulgation, vous pouvez avoir un délai de 15 jours. La promulgation, c'est quoi? C'est le pouvoir propre du président de la République qui va décider que le texte qui a été voté va devenir une loi. Avant cette promulgation, ce texte n'est pas une loi. Mais on le sait, le président de la République n'a pas vraiment le choix. Il doit faire promulguer cette loi dans un délai de 15 jours. Dans ce délai de 15 jours, il peut y avoir une saisine du Conseil constitutionnel. Deux choses à comprendre. Cette saisine est facultative, donc ça veut dire que si personne ne le saisit, il ne se passe rien. Deuxièmement, le Conseil constitutionnel ne répond qu'aux questions qui lui sont posées. Donc, si vous ne posez pas les bonnes questions, vous n'aurez pas les bonnes réponses. C'est important parce qu'on le sait, et on en reparlera à la fin de l'émission, mais la loi du 5 août 2021, portant notamment sur l'obligation vaccinale contre la Covid-19, n'a pas fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel sur la question de la conformité de l'obligation vaccinale à la Constitution. En d'autres termes, nous ne savons pas aujourd'hui, le 14 novembre 2022, date à laquelle on tourne cette vidéo, si l'obligation vaccinale telle qu'elle est décidée par la loi du 5 août 2021 est conforme à la Constitution. Troisième chose, le Conseil constitutionnel ne contrôle que le respect de la loi à la Constitution. Donc, ça ne sert à rien de lui invoquer les conventions internationales, ce n'est pas son métier. Décision de 1975, le Conseil constitutionnel ne connaît que de la constitutionnalité des lois, uniquement de la constitutionnalité des lois. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la promulgation et un décret d'application? Oui, il y a une différence. La promulgation, c'est ce qui fait que la loi devient une loi, le texte devient une loi. Les décrets d'application, c'est ce qui fait que cette loi qui a été promulguée peut concrètement s'appliquer. Donc, ce sont deux étapes différentes et parfois, une loi ne nécessite pas forcément un décret d'application. Donc, ça veut dire qu'une promulgation peut très bien suffire. Ce contrôle a priori, vous l'avez compris, en fait, il est imparfait parce qu'il va dépendre de la question qui va être posée. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vraie vigilance de la part de l'opposition, parce que c'est surtout elle, en fait, qui va saisir le Conseil constitutionnel. Quand on est dans un système où le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, qui sont les trois autorités qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel, sont issus du même parti politique, vous comprenez qu'il n'y a pas un intérêt particulier à ce que ces autorités saisissent le Conseil constitutionnel. Pourtant, s'il n'y avait pas l'opposition, seul le président du Sénat pourrait saisir finalement le Conseil constitutionnel. Donc c'est surtout l'opposition qui doit être réactive et vigilante. Donc si on a une opposition un peu contrôlée, si on a on n'a réussi pas à avoir 60 députés ou 60 sénateurs pour saisir le Conseil constitutionnel, en fait on ne le saisit pas. Donc cette saisine facultative fait que le système est imparfait parce que, plusieurs conséquences, il peut y avoir des lois qui sont inconstitutionnelles parce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, premièrement. Deuxièmement, vous pouvez avoir des lois qui ont été votées avant 1958 et qui continuent de s'appliquer. C'est le cas, par exemple, de la loi d'association, 1901. C'est le cas de la liberté de la presse, 1881. En fait, ce sont des lois qui ont été votées avant 1958. Donc, elles n'ont pas été soumises au contrôle de constitutionnalité. Donc, elles peuvent être inconstitutionnelles. Et enfin, pourquoi il est important finalement qu'on réfléchisse à l'idée d'introduire une QPC? Eh bien, parce que il peut y avoir des modifications législatives qui, après la promulgation de la loi, vont rendre cette loi potentiellement inconstitutionnelle. Donc, pour toutes ces raisons, en 2008, on a décidé qu'on allait instaurer une question prioritaire de constitutionnalité. Parce que, autrement, il y avait des trous dans la raquette. Et si vous reconnaissez la supériorité de la Constitution, si vous reconnaissez que ce texte est le texte fondamental, vous ne pouvez pas accepter l'idée selon laquelle des règles qui lui seront inférieures pourraient être contraires à la Constitution. Est-ce qu'on a des questions à ce stade, Pierrick, avant que je continue mon développement? Non, alors je vois davantage une remarque et je pense que c'est bien d'en reparler tout de suite.
Parce qu'en fait, c'est encore des choses qu'on entend, et je crois que toi-même, tu avais abordé le sujet déjà dans d'autres vidéos, les précédentes vidéos, il y a plusieurs mois de cela en arrière, mais je pense que c'est important d'y revenir dessus. Donc, ce bloc de constitutionnalité, on a bien compris. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a notamment des fois, on entend, mais cette loi, elle est illégale. Alors, potentiellement, mais il n'empêche que, et dis-moi le contraire, là je traduis avec mes mots, on est bien d'accord qu'une loi, dès lors où elle est promulguée, est légale jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que c'est à nous à prouver, même s'ils ont enfreint, on va dire, le bloc constitutionnel et tout ce qui s'ensuit, tant qu'elle est promulguée, elle n'est pas, entre guillemets, illégale. Elle est illégale si un juge reconnaît son illégalité au regard du bloc de constitutionnalité, par exemple. Si tu peux développer davantage sur le sujet. Oui, bien sûr. C'est une remarque très importante et très intéressante que tu fais. Tu as très bien dit. En fait, on a ce qu'on appelle le privilège du préalable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'administration ou le Parlement vote un texte, décrète un texte, eh bien, ce texte est présumé comme étant légal. Alors, c'est une fiction juridique. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fiction juridique, c'est de dire qu'on tient pour vrai ce qui ne l'est pas. Par exemple, nul n'est censé ignorer la loi. C'est une fiction juridique. Bien sûr que tout le monde ne connaît pas la loi. Mais si on n'applique pas cette fiction juridique, alors dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on devrait appliquer la loi uniquement à ceux qui la connaissent. Donc, dans les faits, on encouragerait le citoyen à ne pas connaître la loi pour essayer d'y échapper. Ça, c'est pas possible. Donc, on a une fiction juridique qui est de dire, à partir du moment où on a un texte qui est promulgué, à partir du moment où l'administration prend une décision, cette décision ou ce texte est considéré, présumé comme étant légal. Et il s'applique immédiatement à compter de sa promulgation ou à compter de sa publication. Donc, c'est le privilège du préalable. Donc, si on vous dit à un moment donné que ce texte est illégal, non. Il est illégal seulement et seulement si un juge a reconnu a posteriori qu'il était illégal. C'est la raison pour laquelle nous avons quasiment attaqué tous les textes concernant la crise sanitaire. Parce que ces textes sont présumés comme étant légaux. Seul un juge peut reconnaître une éventuelle illégalité, et je mets des guillemets volontairement. En fait, si on voulait vraiment être un puriste sur le plan de la sémantique, on dirait qu'une loi est contraire à une convention internationale ou est inconstitutionnelle. Parce qu'une loi étant au même niveau sur la hiérarchie des normes, eh bien, une loi ne peut pas invalider une autre loi. Donc, il faudrait regarder une règle qui lui est supérieure. C'est uniquement au regard des règles qui lui sont supérieures qu'elle doit être conforme, cette loi. Mais ce petit point de précision apporté, ce qu'on doit rappeler, c'est que finalement, effectivement, une loi est présumée comme étant légale. Cette loi du 5 août 2021, aujourd'hui, elle est présumée comme étant légale. Maintenant, nous, tout le travail qu'on est en train de faire, c'est essayer de démontrer que cette loi méconnaît les règles tirées des conventions internationales. C'est les recours CEDH qu'on sera en train d'introduire lorsque nous aurons épuisé les voies de recours internes. Je renvoie à l'émission qu'on avait faite ensemble, Pierrick, sur cette question-là, qui était très intéressante. C'est émission Justice citoyenne numéro 1, ou peut-être celle d'avant, je crois. Je ne sais pas si tu veux la remettre un petit peu dans les commentaires, Pierrick, ça peut être intéressant. Oui, je vais remettre ça. Et la deuxième chose, c'est que si vous n'avez pas de contrôle de constitutionnalité a priori ou a posteriori, votre loi, elle est promulguée sans qu'on sache véritablement si elle est conforme à la Constitution, parce que, encore une fois, le contrôle de constitutionnalité n'est pas automatique, il n'est pas obligatoire, c'est véritablement une faculté. Donc, est-ce que je continue, je reprends ma démonstration, Pierrick, ou il y a d'autres questions? Alors, j'ai vu une question, c'est intéressant, qu'y a-t-il dans le bloc de constitutionnalité à part la Constitution? Alors, on fera certainement une émission à part où on reviendra un peu sur le bloc de constitutionnalité, parce qu'il y a plein de choses à dire. Vous avez 4 textes. Vous avez effectivement la Constitution, donc pas les 89 articles, parce qu'il y a 89, mais il y en a plus que ça. Vous avez le préambule de la Constitution de 46. Vous avez la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et vous avez la Charte de l'environnement. Donc, vous avez 4 textes. Il faut ajouter à ça, si on veut vraiment être parfait, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qui sont des principes jurisprudentiels dégagés par le Conseil constitutionnel. On y met notamment la liberté d'association. Vous avez à peu près 12 ou 13 principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Le dernier en date, c'est celui de 2018 sur le principe de fraternité. C'est au nom de ce principe de fraternité qu'on a considéré que d'apporter de l'aide à des personnes migrantes de manière irrégulière, sans en tirer aucun avantage direct ou indirect, n'était pas constitutif du délit qui s'appelait le délit de fraternité.
Donc, je referme la parenthèse. On parlera du bloc de constitutionnalité si c'est un sujet qui vous intéresse, parce qu'on va s'apercevoir que ça a des avantages, mais ça peut aussi avoir des inconvénients. Et d'ailleurs, Pierre Gentillet avait apporté une nuance très intéressante. Je pense qu'il faudra rediscuter. Donc, si c'est un sujet qui intéresse notre audimat, bien entendu, on en parlera avec un peu plus d'intérêt. Je reviens sur la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. J'ai planté un peu le débat, un peu le décor, c'est-à-dire que je vous ai expliqué qu'on reconnaît que la Constitution est vraiment le texte fondamental depuis 1958. Depuis 1958, cette supériorité qui existait déjà avant, elle est effective, c'est-à-dire qu'il y a un conseil constitutionnel qui va vraiment s'assurer que la Constitution est respectée. Mais je vous ai dit, il y a des trous dans la raquette, c'est-à-dire que le contrôle n'est pas automatique, le contrôle dépend aussi de la qualité des questions qui sont posées. Les députés, les sénateurs, ce ne sont pas forcément des juristes ou des fins constitutionnalistes. On l'a très bien vu avec la loi du 5 août 2021, et pourtant, ce n'était pas faute d'avoir fait des contributions pour leur adresser toutes les questions qu'il aurait fallu poser. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la QPC, finalement, elle a répondu à un besoin. Ce besoin, c'était de se dire qu'il peut exister des lois inconstitutionnelles qui vont s'appliquer, et au nom de la supériorité de la Constitution, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un mécanisme qui permette d'y remédier. Ce mécanisme, c'est la question prioritaire de constitutionnalité. Donc on va dire quand même que depuis 2008, c'est quand même un outil qui est intéressant. On va pas dire le contraire, c'est quand même un outil qui est intéressant. Alors cet outil, il est prévu à l'article 61-1 de la Constitution. Je vais essayer de te mettre le texte, Pierrick, pour que tu puisses le diffuser. Il n'est pas très long, c'est surtout que c'est intéressant de voir ce que ce texte nous raconte. Alors, article 61-1, donc bien entendu, la Constitution est consultable sur Légifrance. Je ne rappelle pas ce qu'est Légifrance, mais c'est le site officiel sur lequel vous pouvez retrouver tous les textes de loi, des conventions internationales, etc. etc. Donc c'est vraiment, c'est un outil très intéressant, il ne faut quand même pas s'en priver. Alors, secondes. Vas-y, je t'en prie, j'ai expliqué juste aux auditeurs, je vous mets ça en commentaire et à l'affichage, dans quelques secondes, ça arrive. Non, mais c'est bien que tu fasses une petite pause, ça fait un peu de répit parce que je débite quand même pas mal depuis tout à l'heure. En même temps, c'est le troisième café de l'après-midi, donc voilà. Alors, revenons à cette question prioritaire de constitutionnalité. Il faut la définir parce que si on ne la comprend pas bien, en fait, c'est un outil pour lequel on va peut-être passer à côté, soit parce qu'on ne va pas l'invoquer au bon moment, soit parce que finalement, on ne saura pas qu'on peut l'invoquer. Donc, il faut bien connaître cet outil. La définition de cet outil, c'est que la question prioritaire de constitutionnalité, tout d'abord, doit être posée à l'occasion d'un litige. Ça veut dire, vous avez un conflit avec l'administration, par exemple, avec votre voisin, par exemple. Vous êtes donc devant un juge, une juridiction, judiciaire ou administrative, et à l'occasion de ce litige, il y a une loi qui vous est applicable et qui permet de donner la solution à votre problématique. Donc vous, votre intérêt en tant que demandeur ou défendeur, c'est faire en sorte que cette loi ne puisse pas s'appliquer à vous. Parce que vous estimez que cette loi pourrait méconnaître des dispositions de la Constitution, des articles de la Constitution. Donc, on a une première condition qui est il faut qu'il existe un litige. Il faut que ce litige entraîne l'application de la règle de droit que vous allez contester, la loi. La loi que vous contestez, c'est une loi qui s'applique à vous. Donc, c'est pas, vous êtes devant le juge et vous saisissez n'importe quelle loi qui s'appliquerait en France. Non. C'est cette loi s'applique à vous, elle est déterminante pour votre litige et vous la contestez. Ensuite, il faut considérer que cette question, elle est suffisamment sérieuse. Et on va même dire complètement sérieuse lorsqu'on va remonter, puisqu'il y a un système d'entonnoir, c'est-à-dire que vous êtes devant le tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif, vous posez votre QPC. Cette QPC, on considère qu'elle est effectivement, elle remplit les conditions, c'est-à-dire qu'elle est applicable à l'occasion de votre litige. La question de droit que vous posez, elle est nouvelle, ou en tout cas, il y a eu une modification en droit ou en fait depuis que la loi est passée. Donc le droit a évolué et puis l'évolution a fait que cette loi est peut-être devenue inconstitutionnelle. Et la troisième, c'est que la question est sérieuse. Donc, quand vous remplissez ces trois conditions, à ce moment-là, effectivement, la juridiction va transmettre et faire remonter votre question prioritaire de constitutionnalité, d'abord devant la Cour d'appel ou la Cour administrative d'appel, puis ensuite Conseil d'État, Cour de cassation. C'est le Conseil d'État et la Cour de cassation qui vont véritablement décider s'ils transmettent ou non votre question au Conseil constitutionnel. Ça ne veut pas dire que s'ils la transmettent, ils considèrent qu'il y a effectivement une inconstitutionnalité. On a des QPC qui sont rejetés.
par le Conseil constitutionnel. Mais en tout cas, c'est un premier filtre. On fait en sorte que ne remontent que les questions les plus sérieuses. Donc, excite toutes les questions qui pourraient effectivement être un petit peu farfelues ou en tout cas mal tournées. On le sait, par exemple, pour la loi du 5 août 2021, il y a des questions prioritaires de constitutionnalité qui ont invoqué des règles tirées du droit des conventions internationales. Bon, bah là, oui, manifestement, le cours de première année n'est pas maîtrisé puisque, je vous avais expliqué tout à l'heure, que le Conseil constitutionnel ne connaît que de la Constitution. Le seul texte de référence du Conseil constitutionnel, c'est la Constitution. Donc, si vous lui parlez des conventions internationales ou d'un autre traité international ou d'une autre règle de droit qui n'est pas la Constitution, ou le bloc de constitutionnalité dans son ensemble, eh bien, le Conseil constitutionnel va dégager votre question prioritaire de constitutionnalité parce qu'elle ne sera pas sérieuse. Voilà. Et généralement, c'est la Cour de cassation et le Conseil d'État qui le fait parce que c'est règle de première année. Hein, donc, voilà, c'est ce que je raconte à mes premières années. Donc, voilà les conditions à remplir. Une règle de droit, une loi qui s'applique à votre litige, vous êtes dans un litige, votre question est suffisamment sérieuse et la question, elle est nouvelle, ou en tout cas, l'évolution postérieure à sa promulgation fait qu'elle est devenue inconstitutionnelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une question qui est prioritaire ? Elle est prioritaire pourquoi ? Parce que, normalement, le Conseil constitutionnel doit être saisi dans un délai de 3 mois. Lorsque la Cour de cassation ou le Conseil d'État sont amenés à connaître de la question prioritaire de constitutionnalité, ils ont 3 mois pour pouvoir se prononcer. La question que j'essaie en ce moment de répondre, c'est de savoir si les juridictions inférieures sont également soumises à ce délai de 3 mois. Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Si quelqu'un l'a, je veux bien qu'il nous la mette en commentaire. Premièrement, elle est prioritaire parce que ça va vite. Deuxièmement, elle est prioritaire parce que si vous soulevez également une question préjudicielle, c'est-à-dire une question au cours de laquelle vous demandez à une juridiction de saisir soit la Cour de justice de l'Union européenne, soit une autre cour internationale pour interpréter une convention internationale, dans ce cas-là, votre question sera traitée prioritairement. Donc là, c'est un peu technique, mais en gros, s'il y a d'autres textes pour lesquels vous souhaitez mettre en place ce mécanisme de saisine préalable, c'est la question prioritaire de constitutionnalité qui s'applique. Et enfin, la question prioritaire est prioritaire parce que, justement, elle doit être rendue dans un délai extrêmement court. Donc, on le voit, ce mécanisme est quand même assez efficace. J'avais posé une question prioritaire de constitutionnalité un petit peu avant l'été 2022, en mai 2022, et j'avais eu effectivement une réponse qui avait été donnée par le Conseil d'État en juillet 2022. Donc ça va quand même assez vite. Après, ça ne veut pas dire que la réponse vous convient, mais en tout cas, vous êtes fixé assez rapidement. On a vu donc les conditions dans lesquelles une question prioritaire de constitutionnalité peut être posée. Maintenant, il faut essayer de voir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Je vais revenir sur ce que j'ai lu un peu dans les commentaires pendant qu'on était en train de discuter. J'ai quelqu'un qui a fait un commentaire et qui a dit « Oui, mais le Conseil constitutionnel, finalement, n'est pas indépendant, n'est pas impartial. Il est corrompu et il est un soutien du pouvoir. » Alors, on va essayer de nuancer un peu tout ça parce que vous savez très bien que la vérité, finalement, c'est toujours une question de point de vue, c'est toujours une question de nuance. On ne peut pas dire que tout est blanc ou tout est noir. Résoudre finalement cette question prioritaire de constitutionnalité uniquement à une question d'impartialité et d'indépendance, c'est finalement un peu éluder la question qui est, il existe quand même ce mécanisme. Ce mécanisme, il n'est pas parfait, mais en tout cas, il a le mérite d'exister. Donc, effectivement, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les avantages de la question prioritaire de constitutionnalité. D'une part, c'est qu'on a une nouvelle procédure qui peut permettre de faire sortir une loi inconstitutionnelle de l'ordonnancement juridique, du droit applicable. Donc ça, c'est quand même pas rien. Deuxièmement, on a aussi la possibilité finalement de remettre en cause la loi à l'occasion d'un litige, ce qui est quand même pas rien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre que la loi évolue, vous n'êtes pas obligé d'écrire à votre député pour que la loi puisse être modifiée. Vous avez la possibilité, devant une juridiction, à l'occasion de votre litige, de faire finalement acte de législateur, de permettre la modification de l'état du droit. Troisièmement, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez invoquer la Constitution à l'occasion de votre litige et finalement vous prévaloir de principes fondamentaux, de libertés fondamentales. Et vous savez que les libertés fondamentales, elles sont en principe intangibles, immuables, alors qu'à l'inverse, les lois, elles, sont finalement l'expression d'une volonté politique à un moment donné. Donc, nécessairement, elles sont parfois subjectives, elles sont parfois imparfaites. Je
pense que la loi du 5 août 2021 est imparfaite, notamment sans rentrer dans le débat de la vaccination, mais on peut dire que, par exemple, en ne fixant pas la nature des activités qui auraient pu être soumises ou non à vaccination obligatoire, c'est assez imparfait parce que c'est assez difficile de justifier sur le plan juridique, notamment des libertés fondamentales, une obligation vaccinale avec autant de contraintes, lorsque vraisemblablement cette même activité aurait pu être exercée, par exemple, avec du télétravail, avec des téléconsultations, avec finalement une absence totale de contact direct ou indirect. Et pourtant, cette obligation vaccinale, elle va frapper tout le monde de la même manière, alors que raisonnablement, on le rappelle, lorsqu'on est dans une société libérale, le principe c'est la liberté, l'interdiction et l'exception, et par conséquent, si vous restreignez une liberté, il faut que ce soit strictement proportionné. Ça, ce sont donc les avantages. On a des inconvénients, et ces inconvénients, ils ne sont pas nouveaux, ils reposent effectivement sur la question de la composition du Conseil constitutionnel. Ce sont, et ça c'est prévu par la Constitution, des nominations politiques. C'est-à-dire que le président du Sénat, le Premier ministre et le président de la République, je crois que c'est ça, je ne dis pas de bêtises, c'est ça, vont pouvoir choisir un tiers des membres tous les 3 ans. Donc le mandat est de 6 ans et tous les 3 ans, il y a un renouvellement qui va se faire. Enfin, en tout cas, le mandat va arriver au fur et à mesure. Et donc, il y a un changement, des nominations qui sont politiques. Habituellement, depuis 1958, on avait pris la peine de nommer des personnes qui avaient quand même des compétences sur le plan juridique. Aujourd'hui, on voit que c'est quand même souvent un endroit où on va recaser des anciens personnels politiques, Juppé, Fabius. Ce qui est malheureux, c'est que ce sont des personnes qui ont quand même été condamnées, qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de professions que vous ne pourriez pas faire si vous aviez des mentions dans votre casier judiciaire. Et pourtant, ici, on voit très bien que vous pouvez avoir des mentions au casier judiciaire et être magistrat d'une des plus hautes cours constitutionnelles de France. Donc c'est quand même le paradoxe. Et ça, forcément, ça jette le discrédit sur l'institution et ça donne une certaine défiance du peuple envers ces institutions, ce qui n'est pas bon. Quoi qu'il en soit, effectivement, cette nomination politique, elle est problématique parce qu'aujourd'hui, il y a une défiance. La qualité des membres qui est désignée aujourd'hui, elle n'est pas à la hauteur de ce qui a pu exister, parce que c'est pas parce que c'est une nomination politique qu'on n'a pas des personnes qui sont compétentes. Ça devient problématique lorsque c'est effectivement une sorte de pantouflage où on va essayer de recaser des anciennes personnalités politiques afin de leur assurer une retraite confortable. Et ce, à la même époque où on est en train d'expliquer aux gens qu'il va falloir travailler plus longtemps, alors qu'on a un peu plus de 6 millions de chômeurs. Petit aparté qui est refermé. Donc, effectivement, il y a des inconvénients. La deuxième chose, c'est parfois on peut avoir une sorte de collusion politique. Une collusion, c'est quoi ? C'est finalement, on se met d'accord pour ne pas poser les bonnes questions. Et là, on a un exemple qui est quand même assez topique. La loi du 5 août 2021. Lorsqu'on saisit le Conseil constitutionnel le même jour, on a le sentiment qu'on a effectivement une opposition qui s'oppose. Mais si vous regardez vraiment le détail, les vraies questions qui concernent notamment l'obligation vaccinale, parce que le pass sanitaire, effectivement, le job a été fait, ils ont discuté, il n'y a pas de problème, mais le pass sanitaire, si vous n'étiez pas soumis à l'obligation vaccinale, c'était de vous dire, votre vie sociale, ça va être un petit peu merdique pendant quelques mois, et ça ne mettait pas en cause et en péril votre vie professionnelle. Donc on a quand même un degré dans la contrainte qui était quand même particulièrement élevé pour l'obligation vaccinale et qui aurait, à mon sens, dû amener les députés de l'opposition et les sénateurs de l'opposition à saisir très majoritairement le Conseil constitutionnel, notamment sur les questions de l'obligation vaccinale. Parce que là, on avait une obligation vaccinale nouvelle, complètement nouvelle, avec une contrainte qui n'a jamais existé avec aucune obligation vaccinale, qui est de dire, si vous ne satisfaites pas à cette obligation, dans ce cas-là, vous serez suspendu sans rémunération. Vous ne serez pas licencié, vous ne serez pas muté, vous ne serez pas sanctionné, vous serez suspendu sans rémunération, une sorte de statut ad hoc créé pour l'occasion qui, à mon sens, va se pérenniser dans le temps et va être décalqué pour d'autres obligations vaccinales. D'où le danger, parce que c'est effectivement le danger, c'est qu'à l'avenir, on réintroduise une sorte de précarité dans des statuts qui étaient justement le contraire, c'est-à-dire le statut de la fonction publique, c'était de vous dire vous avez un emploi à vie. Oui, certes, vous ne serez jamais payé à hauteur de ce que vous pourriez avoir dans le privé. Oui, certes, effectivement, vous ne pouvez pas espérer à un moment donné devenir riche, il n'y a pas de destin qui s'accomplit en étant finalement dans l'administration. On peut monter les échelons, mais on ne va pas s'enrichir, en tout cas en travaillant dans l'administration. En tout cas, ce n'est pas la logique de l'administration. Mais la contrepartie, c'est que vous avez un emploi à vie. Aujourd'hui, ce principe est tombé à l'eau.
Aujourd'hui, il n'y a plus d'emploi à vie parce que on voit qu'on peut très bien changer les règles du jeu en cours de jeu et que cela peut entraîner finalement des démissions, des sanctions déguisées, parce qu'il ne faut pas croire, mais lorsque vous êtes opposé à la vaccination, il ne faut pas croire que derrière vous allez reprendre une vie tout à fait normale sur le plan professionnel. C'est pas à toi que je vais le dire, Pierrick. Mais en tout cas, on voit qu'il y a effectivement une sorte de collusion du pouvoir politique parce que les députés de l'opposition ne se sont pas véritablement opposés. Ils n'ont pas saisi le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 qui prévoyait l'obligation vaccinale assortie d'une suspension sans rémunération. Et ça, je trouve que c'est dégueulasse. Mais c'est comme ça. Ce qui veut dire que la saisine du Conseil constitutionnel, elle doit pouvoir faire l'objet d'une QPC. Et c'est ce qui me permet de venir un petit peu à la dernière étape de ma démonstration, c'est justement mon cabinet s'est engagé auprès des soignants. Nous avons déposé à ce jour 2 questions prioritaires de constitutionnalité, une devant le Conseil d'État, une devant la Cour administrative d'appel de Nancy. Ces 2 QPC ont fait l'objet de 2 émissions que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube, une émission avec maître Nancy Rizacher, je salue ce soir, et une émission avec Alexandra Soulier, QPC qui a été financé par l'association ADLF. J'ai envie de les mettre en avant ce soir parce que cette association est composée en partie, pas majoritairement, mais en partie de soignants qui ont effectivement été suspendus sans rémunération. C'est une association qui est quand même très active sur le plan des défenses des libertés fondamentales. Donc j'aimerais qu'on puisse un peu les mettre en avant aujourd'hui. Et ce sont eux qui ont financé cette question prioritaire de constitutionnalité parce que forcément ça demande du travail tout ça. Et que pour avoir les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire entraîner l'abrogation de cette loi du 5 août 2021, il faut pouvoir se donner les moyens financiers de porter ces questions devant les plus hautes juridictions nationales. Devant la Cour administrative d'appel de Nancy, j'ai posé une question qui était la suivante. C'était donc de savoir si l'absence de date limite dans l'effet d'une suspension sans rémunération ne portait pas atteinte aux droits et libertés protégés par la Constitution. Donc j'ai visé un certain nombre d'articles, notamment le principe de la liberté, notamment le principe de la fraternité, parce que, je le rappelle, mais quand vous êtes suspendu, vous n'avez vraiment aucune aide. Aucune aide, pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas licencié, vous n'êtes pas un demandeur d'emploi, et vous êtes considéré comme étant en activité, donc vous ne pouvez pas bénéficier des revenus de solidarité active, du RSA. Donc, c'est vraiment un statut particulièrement bâtard, raison pour laquelle nous avons posé cette question de savoir s'il n'y avait pas une date limite, un délai raisonnable, parce que ce délai de réflexion devient une sanction à partir du moment où il va dépasser un certain délai. C'est d'ailleurs un des arguments que je développe très régulièrement dans mes requêtes, c'est de dire, passer un certain délai, la décision de suspension sans rémunération, à considérer que dès le début, ce n'était pas une sanction, parce que c'est ce que nous disent aujourd'hui les juges administratifs, ils nous disent que ce ne sont pas des sanctions, ce sont des mesures prises dans l'intérêt du service, et ce sont des mesures qui permettent de mettre en place un délai de réflexion. Donc, les magistrats considèrent que c'est ça. Bon, moi, c'est pas grave, je pars du principe que, par principe, dès le début, c'est une sanction, parce que ça en a tous les effets et toutes les conséquences, et parallèlement, je considère, à titre subsidiaire, que si, effectivement, on considère que ce n'est pas une sanction à l'origine, il y a un moment donné, il faut quand même dire que ça va le devenir. Parce que ce délai de réflexion, si on vous laisse 1 an, 1 an et demi comme ça, c'est plus un délai de réflexion. On n'est plus en train de réfléchir. Vous êtes dans une situation où, manifestement, vous ne vous conformerez pas à l'obligation vaccinale. Donc, vous êtes devenu inapte. Vous ne pouvez plus remplir les fonctions pour lesquelles on a sollicité vos services. Par conséquent, il faut que l'administration prenne ses responsabilités et choisisse définitivement un statut qui permettra à l'agent de pouvoir continuer sa vie professionnelle. Elle ne peut pas le maintenir éternellement dans une sorte d'imbroglio juridique, c'est-à-dire un statut un peu bâtard, un peu brouillon, un peu évanescent, et par conséquent, nécessairement, il faut qu'à un moment donné, le juge tranche. Donc ça, ce sont des questions qui seront posées. La question est posée à la Cour administrative d'appel de Nancy, et nous verrons si dans quelques semaines, quelques mois, elle va transmettre cette question au Conseil d'État. Parallèlement, avec l'association ADLF, j'avais posé une question prioritaire de constitutionnalité qui est un petit peu différente. C'est de dire, est-ce qu'en ne faisant pas le choix de déterminer la nature des fonctions qui impliquaient une obligation vaccinale assortie d'une suspension sans rémunération, le législateur n'a pas méconnu les droits et libertés qui sont protégés par la Constitution. Parce que, je l'ai expliqué tout à l'heure et je vais pouvoir rentrer un peu plus en détail maintenant,
Mais nous avions notamment parmi nos requérants des médecins qui ne faisaient que de la téléconsultation pendant les premiers, deuxième et troisième confinements. Et donc, la question légitime qu'ils m'ont posée, c'est pourquoi on ne continue pas? Et dans ce cas-là, comme nous n'avons pas de contact direct ni indirect, et que la chaîne de transmission ne passera pas par eux, pourquoi sont-ils soumis à la même restriction de liberté et avec surtout la même conséquence derrière, c'est-à-dire la suspension sans rémunération? C'est quand même pas une conséquence anodine. Pourquoi pour cette obligation vaccinale, il n'y a aucune solution alternative, alors que pour les autres obligations vaccinales, eh bien, l'administration propose des alternatives. Par exemple, et c'est notamment le cas dans les armées, parce que pour les soignants, c'est un peu différent, mais les soignants, vous ne pouvez pas devenir soignant si vous n'avez pas satisfait à cette obligation renforcée d'obligation vaccinale. Donc, si vous n'avez pas satisfait à cette obligation, de toute façon, vous ne pouvez même pas rentrer et devenir soignant. Donc, la question ne se pose pas. Par contre, pour les militaires, il y a des obligations vaccinales qui sont parfois facultatives parce qu'elles vont dépendre des lieux sur lesquels vous allez être projeté. Donc, si vous ne vous y soumettez pas, dans ce cas-là, l'administration vous propose des alternatives. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi légitimement, il n'y a pas d'alternative qui est proposée pour ces personnes, alors que cela existe pour d'autres obligations vaccinales. Parce que c'est pas tout de nous dire c'est une obligation vaccinale comme toutes les autres, mais de n'appliquer que les conséquences négatives sans jamais en pouvoir admettre l'idée que pour les autres obligations vaccinales, il y a quand même une marge d'appréciation qui est laissée pour les agents. Pourquoi on ne laisse pas cette marge d'appréciation et pourquoi le législateur ne le prévoit pas? Le Conseil d'État m'a répondu au mois de juillet 2022, j'ai plus la date exacte et de toute manière je mettrai la décision directement sur l'article juridique qui sera publié suite à cette vidéo. Vous pourrez ainsi la consulter. Le Conseil d'État répond de manière assez lacunaire en disant que il n'était pas possible pour le législateur de pouvoir distinguer selon la nature des activités. Donc, comme ce n'était pas possible de le faire, c'est normal qu'il ne l'avait pas fait, et donc il refuse de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité parce qu'il considère que la question n'est pas assez sérieuse. Bon, je pense que légitimement, il aurait fallu transmettre cette décision pour plusieurs raisons. La première, parce que la question, à mon sens, était sérieuse. On ne peut pas raisonnablement dire aux législateurs qu'ils ne pouvaient pas définir la nature des activités. Je suis désolé de dire que s'il y a une activité qui n'implique aucun contact direct ou indirect, il n'y a pas d'obligation vaccinale assortie d'une suspension sans rémunération. Je ne pense pas que ce soit trop compliqué à écrire. Et en tout cas, ça ne l'est pas moins que d'expliquer le schéma vaccinal, le nombre de doses que vous devez avoir, etc. etc. Donc, cet argument me paraît assez fallacieux. Deuxième argument, il est un peu politique, c'est de dire à un moment donné, on a un besoin de justice. Les citoyens ont un besoin de justice. Ça fait 1 an et 3 mois que les soignants sont suspendus sans rémunération et on ne sait toujours pas si cette obligation vaccinale est conforme à la Constitution. Or, en transmettant cette question prioritaire de constitutionnalité, on pourrait mettre un terme à ce débat. Soit en considérant que l'obligation vaccinale, effectivement, est contraire à la Constitution, ce qui, à mon avis, est le cas, très raisonnablement, soit en considérant au contraire qu'il n'y a pas de débat et on va argumenter les raisons pour lesquelles le Conseil constitutionnel estime qu'il n'y a effectivement pas de difficulté à avoir une obligation vaccinale. Et au moins, ça clôt le débat. On sait que sur le plan national, il n'y aura pas de solution possible pour nous. Ça nous permet de passer directement à la QPC puisque nous aurons épuisé les voies de recours internes, notamment, et là on n'aura pas besoin d'attendre la décision du Conseil d'État, il suffira de dire, en fait, on a une jurisprudence constante qui nous dit qu'il n'y a pas de difficulté, donc on sait très bien qu'il n'y aura effectivement aucune difficulté à ce que l'obligation vaccinale soit validée. Et puis troisièmement, surtout, ça permet enfin, et pour de sûr, d'avoir une nouvelle appréciation de l'utilité, la nécessité et la proportionnalité de cette loi, parce que depuis le 5 août 2021, je n'ai pas de décision qui a été rendue sur ce sujet-là. On n'a aucune décision sur le fond qui a été rendue. Le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur ce principe-là. Le Conseil constitutionnel non plus. Donc, depuis le 5 août 2021, en fait, on n'a aucune certitude, on n'a aucun juge qui a revu cette obligation vaccinale. Donc, pour moi, c'est effectivement très problématique parce qu'on a une véritable atteinte aux libertés individuelles. Et tu le sais, on fait un petit parallèle avec l'internement psychiatrique. Mais l'internement psychiatrique, lorsque vous êtes interné à l'hôpital, avant le 12e jour, il faut que vous ayez rencontré un juge. Donc, on peut quand même se poser la question de savoir si on ne pourrait pas revoir un juge aujourd'hui, parce que concrètement, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la présomption de légalité qui pèse sur la loi du 5 août 2021 et sur tous ces décrets d'application fait qu'aujourd'hui, cette loi et ces décrets d'application sont considérés comme étant légaux et conformes à la Constitution, avec toutes les conséquences de droit que ça apporte, et potentiellement, un jour,
eh bien, on pourrait avoir une juridiction nationale ou internationale qui pourrait dire le contraire. Et là, qu'est-ce qu'on va dire à tous ces soignants qui ont été suspendus sans rémunération alors que la loi était inconstitutionnelle ou contraire à une convention internationale? Là, ça, c'est tout l'enjeu des questions prioritaires de constitutionnalité. Donc, pour conclure, on va conclure là-dessus, le combat n'est pas fini. D'autres questions prioritaires de constitutionnalité seront posées, grâce notamment au soutien de l'association ADLF. Ensuite, eh bien, on l'a compris, tout ça est très politique. Au fur et à mesure que finalement le débat politique va évoluer, que les connaissances scientifiques vont évoluer, eh bien, le maintien de la loi du 5 août 2021 va forcément être de plus en plus discuté. Et donc, d'être présent aujourd'hui devant le Conseil d'État, bientôt devant la Cour européenne des droits de l'homme lorsque le Conseil d'État aura rendu sa décision, mais également en pole position pour saisir le Conseil constitutionnel, eh bien, ça nous met dans une position avantageuse pour tenter de faire tomber cette obligation vaccinale. Parce que mon sentiment le plus profond, c'est que cette obligation vaccinale, elle est profondément contraire aux libertés fondamentales. Et à partir de ce moment-là, dès lors qu'on est aligné complètement entre l'esprit, le corps et la raison, nécessairement, tôt ou tard, cette obligation finira par tomber. Et si je peux y contribuer, ce sera effectivement une grande réussite personnelle et professionnelle, parce que ce qui m'a motivé personnellement à être avocat, c'est justement de lutter contre l'injustice. Et quoi de pire injustice que de suspendre sans rémunération un soignant pour des motifs politiques. Eh ben, en tout cas, merci pour ce moment toujours très intéressant, David. Ça m'a permis, encore une fois, moi le premier, d'apprendre encore pas mal de choses. J'insiste. Alors, je vois des fois certaines remarques, certains commentaires, alors là, soit directement dans le chat, même des fois ce que j'entends encore autour de moi. Je vous livrerai un avis purement personnel. Dis-moi, j'espère ne choquer personne. J'espère que ça ne choquera pas non plus David. Mais c'est la raison pour laquelle je trouve ces émissions très intéressantes également. Alors, moi, je suis le premier à alimenter des fois sur les réseaux, de mettre des informations, donner mon avis, etc. Mais il n'empêche qu'il faut maintenir des actions de terrain. Au-delà des réseaux, je suis le premier, il y a encore à peine 2 heures de cela, j'étais dans une salle d'une mairie avec d'autres membres de mon collectif pour échanger avec des élus et du personnel qui encadre notamment des enfants pour parler de l'impact des mesures sur les professionnels. Donc, comme quoi il faut, selon moi, ne pas lâcher le terrain, parce qu'en fait, se contenter d'hurler que ça, c'est illégal, c'est illégal, c'est illégal, c'est illégal, ne sert, selon moi, à rien. Comme on vient de le redire, comme l'a très bien présenté David, je trouve, on peut hurler tous les côtés que c'est illégal, que c'est injuste, etc. Il n'empêche que ce n'est pas ce qui fait changer les choses. Il n'empêche que même si c'est illégal, ça reste légal tant qu'un juge n'a pas décrété que c'était illégal. Donc, nous, ce que l'on a à faire au niveau citoyen, c'est solliciter des associations, des avocats pour faire justement des recours, des attaques, comme ça a déjà été fait, comme ce que j'ai déjà eu fait auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. On a fait une émission sur le sujet. On a expliqué également pourquoi est-ce qu'on n'avait pas saisi toutes les voies de recours internes pour, entre guillemets, essayer de gagner du temps, essayer de justifier juridiquement, même si ça allait être compliqué, pourquoi est-ce qu'on avait saisi directement la Cour européenne des droits de l'homme et tout ce qui s'ensuit. Bref, c'était un échec, mais il y avait un objectif connu derrière, c'était d'essayer cette voie-là. Voilà, donc il faut saisir, puisque, comme l'a dit David, et c'est là où je le rejoins, je reste convaincu qu'on fera péter tout cela un jour ou l'autre, dans 6 mois, dans 1 an, dans 11 ans. Il faut continuer. Et aujourd'hui, juste se contenter de se dire de toute manière c'est illégal, et bien à ce jour, qu'on le veuille ou non, c'est légal, malgré ce que l'on peut en penser. Et c'est à nous, justement, de mener le combat pour que ce soit illégal. Et qu'en attendant de faire péter ces lois, il faut trouver des solutions, essayer de trouver des voies de recours, mobiliser les personnes, mobiliser les citoyens pour qu'ils puissent se saisir de ce sujet-là. Pour qu'ils puissent se saisir quand on me dit de toute façon, ça ne sert à rien d'aller voir les élus, et bien à l'inverse, moi, ma perception qui est purement personnelle, on continue avec le collectif, avec des citoyens, d'aller voir les élus. Parce qu'il n'empêche que ces députés, ces sénateurs, c'est eux qui sont à ce jour parlementaires, c'est eux dans le bloc de constitutionnalité potentiellement qui peuvent également apporter, au-delà des recours juridiques, justement des propositions de loi, des requêtes, des questions auprès du gouvernement. On sait très bien qu'ils ne veulent pas l'enlever, on est bien d'accord, mais il n'empêche qu'à ce jour, notre système politique et juridique est fait de la sorte.
Et qu'on le veuille ou non, que ce soit corrompu ou non, peu importe, il n'empêche qu'on ne peut pas passer à ce jour au-delà de cela. Donc d'où l'intérêt de la mobilisation pour aller voir des citoyens, des élus, des maires et autres qui peuvent se saisir et mettre une sorte de pression de par des recours juridiques, de par un ensemble de parlementaires qui peuvent potentiellement, eux, faire changer les choses. Ceci est un point de vue personnel, je ne sais pas si tu le partages, David. Si, moi je le dis souvent, en fait, entre l'espoir et le désespoir, je pense qu'il faut choisir l'espoir. Oui. Ne rien faire, c'est accepter d'emblée qu'on a perdu. En faisant quelque chose, on prend le risque de réussir. La politique, ça évolue, ça change. Il y a des alternances, il y a des majorités parlementaires, on le voit en ce moment. Comme je considère que la plupart des mesures, et notamment les mesures prises en crise sanitaire, sont des mesures politiques, par conséquent, quand le vent va tourner, moi, je veux être en pole position. Parce que, nécessairement, il y a des responsabilités qui vont être engagées. Je ne fais pas de responsabilité pénale, mais sur le plan administratif. Parce que, nécessairement, quand il y a des mesures aussi illégales qui sont prises, il faut aussi le faire acter par un juge pour tenter d'éviter que ça arrive aux générations futures. C'est d'ailleurs tout l'intérêt des conventions internationales. Souvent, elles sont prises en réaction d'une guerre. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est suite à la guerre de la Seconde Guerre mondiale. C'est de dire plus jamais ça. Et plus jamais ça. Pourquoi ? Parce que on va se fixer des valeurs communes et humaines et humanitaires qui sont extrêmement hautes pour tenter d'inculquer aux générations futures qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Donc, automatiquement, moi, je m'inscris dans ce mouvement. C'est-à-dire, il faut voir au-delà de ma propre situation interne. C'est-à-dire, il faut essayer de penser un peu plus au futur. La manière dont on a traité la crise sanitaire Covid-19, à mon sens, sera la manière à l'avenir dont on traitera toutes les crises sanitaires. Et comme on n'a jamais défini ce qu'était une crise sanitaire, tout peut être une crise sanitaire. L'avantage d'une crise sanitaire, c'est que ça éteint quand même pas mal de contestations sociales et ça fait accepter des choses qui pourraient être considérées comme inacceptables par les populations. Donc, si vous acceptez qu'un gouvernement vous restreigne vos libertés en temps de crise, ce gouvernement créera des crises pour vous infliger des restrictions de liberté. À partir du moment où vous avez compris ça, forcément, vous allez être en mesure de pouvoir lutter contre cela. Et je rejoins le commentaire notamment avec le pseudo-agent du KGB. La cause des causes de notre impuissance politique et des injustices qui perdurent faute de résistance efficace, c'est notre propre démission du processus constituant, donc signé Étienne Chouard. Et c'est là où je rejoins totalement, pour ceux qui ne connaissent pas Étienne Chouard. Et je suis totalement d'accord. Alors, je vous livre un avis personnel de citoyen, puisqu'on fait un regard croisé. Si je l'aborde d'un côté citoyen, quand on regarde un petit peu, sans être un spécialiste de la politique, je suis d'accord avec ça. Je pense que les peuples, la population française, depuis des années, a délaissé son pouvoir sur un ensemble d'aspects, sur la Constitution, et qu'à ce jour, on est en train de se prendre le retour de bâton du monde politique qui a été totalement délaissé par la population, par les citoyens, qui fait qu'aujourd'hui, donc, le monde politique, quand on dit tout c'est illégal, et d'après ce que j'ai compris de ces échanges de ce soir et des émissions qu'on fait ensemble, David, et ben en fait, finalement, ils sont en train d'exploiter toute on va dire, tout le côté politique et juridique qu'on leur a laissé mettre en place depuis déjà X années. Ils ne font que jouer avec ça. Et tout est légal. Pourquoi ? Parce qu'ils exploitent tous les biais qu'on leur a laissé plus ou moins indirectement mettre en place et que c'est la raison pour laquelle ces lois sont aujourd'hui légales et qu'on leur a permis de faire ceci de telle manière. Vous avez vu quand ils ont interrogé le Conseil constitutionnel sur la loi du 5 août, comme l'a très bien rappelé David, ils n'ont pas posé la question purement quand c'est l'État, enfin le gouvernement qui a saisi le Conseil constitutionnel, le Premier ministre. Ils ont bien orienté de manière à ce que ça puisse passer sans aller interroger sur ce qui allait faire potentiellement pas passer, c'est-à-dire sur la loi, enfin sur l'obligation vaccinale des soignants. C'est-à-dire qu'ils ont une maîtrise totale de loi, du bloc de constitutionnalité, qui savent exactement comment faire pour tout nous faire passer. Et pourquoi ? Parce qu'on a également, je pense, c'est un avis personnel, totalement délaissé cette constitution. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est au peuple à reprendre le pouvoir, c'est-à-dire, alors je ne suis pas en train de faire un appel à la violence ou quoi que ce soit, c'est-à-dire à se saisir d'un ensemble de choses et arriver à faire changer les choses. Et on y arrivera petit à petit, mais il va falloir vraiment qu'on se ressaisisse justement de cette question-là. Et Abigail, on n'a pas du tout oublié votre question, on en revient tout de suite. Je vous livre, voilà, je me suis permis
David, de donner cette Tu as très bien fait. C'est un regard croisé, donc c'est très bien. Et je pense que ça rejoint ce que l'on disait de toute manière, hurler ceci est illégal ne fera pas changer les choses. Il n'empêche que les soignants seront toujours suspendus. Alors, on revient à une question du départ. Non, pardon, c'est pas la bonne. Je reviens encore plus haut. Abigail, on parlait justement des soignants. Alors, j'ai besoin d'aide et de conseils. Je suis désespérée, je suis infirmière suspendue et je ne peux pas démissionner car sinon je devrais rembourser mon DRH, donc directeur des ressources humaines, car il m'a financé ma formation. Que puis-je faire? Est-ce que tu as un élément de réponse, David? Bon, déjà, il faudrait effectivement regarder quel est le contrat qui unit cette infirmière avec son établissement, parce qu'il y a une formation qui a été financée, donc il doit y avoir des conditions. Suspendu sans rémunération, il faut vous dire une chose, c'est que ça ne va pas durer éternellement. Comme je l'ai expliqué, moi, dans les recours que je fais, il y a effectivement l'idée d'annuler la décision, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle n'a jamais existé. Récupérer, bien entendu, tous les traitements, l'ancienneté, l'avancement, etc., etc. Donc ça, c'est l'annulation. Mais quand vous faites des recours en annulation, pour demander l'annulation de votre décision de suspension, il faut aussi faire ce qu'on appelle des conclusions à fin d'abrogation, c'est-à-dire vous demandez au juge de constater que passé un certain délai, la mesure est devenue illégale. Donc, si vous faites constater par un juge que la mesure est devenue illégale, vous allez avoir ce qu'on appelle une abrogation de cette décision. La décision ne pourra plus produire d'effet pour l'avenir, et donc là, votre établissement va devoir prendre une décision par rapport à votre situation. C'est-à-dire que si vous êtes toujours dans la situation où vous ne satisfaites pas l'obligation vaccinale, il va falloir que votre employeur prenne ses responsabilités. Il ne pourra pas vous suspendre sans rémunération, donc il faudra qu'il trouve une solution. Et là, à ce moment-là, je pense que vous pourrez négocier une rupture conventionnelle. Le seul problème de cette stratégie, c'est que ça va prendre du temps. Ça, c'est évident. Maintenant, il faut se rappeler aussi de ce qui existe, c'est-à-dire que quand vous allez solliciter une rupture conventionnelle, ce qui est souvent ce que j'invite mes clients à faire, vous ne pouvez pas aller saisir votre supérieur hiérarchique sans aucun moyen de pression. C'est-à-dire, on ne vient pas négocier à la table des négociations sans aucun moyen de pression, parce que sinon, vous n'avez aucune marge de manœuvre. Et quel est l'intérêt pour votre employeur de vous accorder une rupture conventionnelle alors que vous n'avez aucun moyen de pression et qui, finalement, il n'a qu'à attendre que le temps passe pour vous inviter à démissionner. Ce moyen de pression, il peut venir d'une action en justice. L'avocat, c'est pas simplement initier des actions en justice, c'est mettre en place des stratégies. Parfois, vous faites un recours, vous introduisez une action en justice, non pas parce que vous souhaitez gagner. Souvent, des fois, vous savez que vous n'allez pas gagner. Vous prévenez votre client, bien entendu. Mais parce que, en faisant ce recours, vous allez appuyer sur un point de pression et pouvoir négocier avec votre adversaire sur d'autres points. Et vous allez négocier en disant, je retire mon action juridique et en revanche, vous acceptez ma rupture conventionnelle. C'est passé avec certains de mes clients, mais ça nécessite bien entendu de faire cette action en justice. Donc moi, ce que j'invite à faire, Mme Abigail, d'une part, c'est de faire une bonne analyse de sa situation, introduire un recours parce qu'à un moment donné, par l'effet du temps, elle va gagner, moi j'en suis persuadé, et parallèlement, négocier une rupture conventionnelle. Pour introduire ces actions, l'avocat n'est pas indispensable. Vous pouvez le faire sans avocat. Par contre, c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, c'est comme tout. À partir du moment où vous souhaitez réussir à faire quelque chose, il faut quand même s'adosser au meilleur. Il faut s'adosser forcément à un avocat qui a la capacité de vous assister là-dedans. Oui, ils ne veulent pas la rupture conventionnelle. C'est normal qu'ils ne veuillent pas de la rupture conventionnelle parce qu'il suffit juste d'attendre sans vous payer que le temps passe. Donc, vous n'avez aucun moyen de pression sur eux. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas de la rupture conventionnelle. Raison pour laquelle introduire un recours est un moyen de venir à la table des négociations pour dire, dorénavant, moi, je mets en avant mon action juridique, je mets en avant la solution que je vous propose, et moi, je propose de me désister si, en contrepartie, vous acceptez ma rupture conventionnelle. Voilà. C'est l'objectif d'une rupture conventionnelle, c'est d'éviter le contentieux. Donc, il suffit d'introduire un recours et parallèlement, vous négociez. Je reviens sur une question également posée à Funtor 51 par Rachid, notamment. A-t-on des exemples de lois qui ont été jugées inconstitutionnelles via la QPC par le passé? Oui, la plus connue, c'est la loi sur la garde à vue. C'était le 14 avril 2011. La Cour de cassation a dit que la loi était illégale, qu'il fallait donc appliquer directement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sans attendre d'être condamné, c'est-à-dire une assistance effective et immédiate de l'avocat en garde à vue. Le Conseil constitutionnel a été saisi de cette loi en 2011 et lui, il avait dit qu'il allait laisser un petit délai de réflexion et qu'on aurait jusqu'au 1er juillet 2011 pour modifier la loi.
Donc ça, c'est l'exemple le plus concret. Donc la garde à vue, c'est très très concret. C'est qu'avant, vous aviez un avocat au bout de 30 minutes, vous aviez 30 minutes d'entretien et après, vous étiez tout seul pendant la garde à vue. Aujourd'hui, vous avez un avocat qui est avec vous pendant toute la durée de la garde à vue. Donc c'est quand même très différent. Donc oui, ça marche. Ce sont des choses qui marchent. Par contre, vous l'aurez compris, la garde à vue, c'est pas le même enjeu politiquement que l'obligation vaccinale. Totalement. Je reviens notamment, et tu as grossièrement déjà donné la réponse, il me semble, mais quid des réparations a posteriori? Donc si elle saute, ça fait partie Ce sont les actions indemnitaires. Ce sont les actions indemnitaires, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, vous savez, j'ai un peu plus de 250 soignants qui m'ont sollicité pour contester les décisions de suspension sans rémunération. Et aujourd'hui, on est en train de s'engager dans des actions indemnitaires, c'est-à-dire qu'on demande l'indemnisation du préjudice qui a été subi en raison de cette mesure, soit parce qu'entre-temps, ils ont été suspendus alors qu'ils étaient en arrêt maladie, par exemple, ça c'est illégal, soit parce que entre-temps, ils ont eu, par exemple, ils ont été vaccinés, et donc par conséquent, il y a eu peut-être parfois des conséquences négatives, soit parce que parfois ils ont gagné des actions en justice, soit parce que parfois il y a eu une sorte de harcèlement moral, etc., etc. C'est-à-dire que la décision de suspension sans rémunération s'insère dans une problématique qui était beaucoup plus large, et donc par conséquent, moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de soignants qui viennent me voir pour obtenir des actions en réparation. Vous avez 4 ans pour engager une action indemnitaire. La seule chose dont il faut faire attention, c'est vraiment très important, c'est que si vous faites une demande de réparation auprès de l'administration, vous dites à votre employeur, je vous demande de me payer mon préjudice que j'évalue à tant. Si vous le faites, que l'administration vous refuse l'indemnisation, qu'elle vous dit que vous avez 2 mois pour contester et que vous ne le faites pas, c'est fini, terminé. Terminado, vous n'aurez plus jamais la possibilité de solliciter une indemnisation. Donc, concrètement, si vous êtes en train d'écrire un courrier pour demander à votre employeur de vous payer les sommes qu'il vous doit et que vous le mettez en demeure de vous le payer, vous avez 2 mois à compter de sa réponse ou sa non-réponse pour engager un recours. Et comme vous demandez de l'argent, il vous faut un avocat devant le juge administratif. Donc attention, quand vous envoyez ce courrier, il faut être prêt. D'accord? Donc ne le faites pas tout de suite si vous n'avez pas encore les moyens financiers de vous payer les services d'un avocat. Souscrivez une protection juridique en prévision potentiellement un jour, parce que c'est l'assurance de protection juridique assure un risque, elle n'assure pas une certitude. Et le jour où vous allez mettre en place cette action juridique, eh bien au moins vous serez soutenu financièrement par votre assureur. Je reviens sur une petite question de Armel, mais pareil, on est pareil répondu. Alors c'est toujours, je réponds de manière je me permets d'apporter une partie de la réponse étant moi-même suspendu. Je crois qu'il faut bien se faire une chose. Attention, c'est malheureux. Je sais que c'est encore très mal vécu par des soignants, moi le premier, pompier suspendu depuis le 15 septembre. Je crois qu'il faut vraiment qu'on se fasse une raison, les soignants, excusez-moi. Même si on arrive à peut-être faire sauter cette obligation vaccinale, pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle. Dis-moi si je me trompe, il n'y a actuellement pas de solution miracle. Il faut qu'on se débrouille, nous, alors, auprès des syndicats, donc il y a des associations qui viennent en aide. Vous avez notamment, je prends l'exemple du syndicat Liberté Santé, qui vient en aide notamment de soignants suspendus pour les aider notamment à vivre. Il faut qu'on trouve des petites activités, des petits boulots à droite à gauche avec... il y en a qui arrivent à trouver des petits emplois pour arriver à vivre. Sachant que tu n'as pas droit, hein, Pierrick. Tu sais que quand tu es agent public, fonction publique, il y a une obligation d'exclusivité, il faut demander l'autorisation d'exercer une activité accessoire. Accessoire, ça veut dire quoi? C'est en lien avec votre première activité. Donc, dans les faits, il se passe quoi? Vous demandez l'autorisation, votre employeur vérifie jamais, vous faites autre chose. Mais vous devez demander préalablement l'autorisation, il faut que ce soit accessoire. Donc, vous êtes vraiment coincé en tant qu'agent public, mais effectivement, il faut tenter de survivre. C'est un peu Joe la débrouille, mais il ne faut pas se laisser abattre. C'est ça, je pense qu'on a répondu. Donc, c'est. Excuse-moi, Armel, je ne sais pas si on a répondu à ta. Mais il n'y a pas de solution. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ancre ça dans notre tête. À ce jour, on n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution annexe pour manger, pour se nourrir ou autre. Il n'y a pas. Il n'y a pas. De solution immédiate. Il n'y aura pas de solution immédiate. Par contre, effectivement, il faut trouver des alternatives. Il y a, moi, ce que je demande, faut trouver du monde qui veut bien nous financer les recours juridiques. Vous avez vu, il y a des associations, via des associations, ça permet de financer des recours. Enfin, voilà, il n'y a que ça, que le combat et puis la mise en lien. C'est à plusieurs. C'est sûr que si on reste seul, il faut se mettre en lien avec des collectifs, des syndicats, le SLS, par exemple, ADLF, là, comme vous l'avez vu, là, l'association, faut aller vers eux. C'est le seul moyen que l'on a de se mettre en lien, de ne pas être tout seul, de trouver des solutions alternatives.
Et puis voilà, de pouvoir saisir justement des avocats avec justement ces financements-là. Je redescends voir s'il y a d'autres questions. Est-ce que tu en as vu d'autres? J'en ai vu d'autres de Claire Dulac-Léman. Une dissolution de l'Assemblée nationale remettrait-elle en cause cette suspension ou se respire? Je ne sais pas si tu la vois, 20h58. Elle était un peu plus haut, oui, je l'avais vu tout à l'heure, j'ai vu passer celle-ci. Voilà. Alors, il faut savoir une chose, tout cela est politique. Okay, donc, une dissolution, c'est quoi? C'est de dire, on vous renvoie devant vos électeurs. Donc, première chose, on ne sait pas quelle sera la conclusion du nouveau processus électoral. Est-ce qu'il en sortira une majorité renforcée? Est-ce qu'il y aura une cohabitation? Ça, on ne sait pas. Donc, tout va dépendre de cette réponse. Donc là, aujourd'hui, je ne peux pas dire si ça sera mieux ou moins bien, parce qu'en fait, c'est un contexte politique. Et là, malheureusement, je n'ai pas une petite boule de cristal qui pourrait me permettre de savoir un peu quelle serait la solution qui serait donnée. Maintenant, c'est pas parce qu'on dissout, il y a une nouvelle majorité, que cette majorité, forcément, elle voudra mettre fin à l'obligation vaccinale assortie d'une suspension sans rémunération. Donc ça, c'est... Voilà, là, on est sur du politique. Je ne sais pas comment ça pourrait se passer. Est-ce que ça serait pire? Je vois pas comment, parce que de toute manière, on est déjà dans la pire des situations. Une obligation vaccinale assortie d'une suspension sans rémunération, sans date limite, et, encore une fois, avec une non-réévaluation de la nécessité de cette obligation. Ce qui est dommage, parce que c'était ce qui était prévu par la loi, c'est de dire on va revoir régulièrement pour voir si c'est toujours justifié. Alors, par rapport à ceux qui sont démoralisés pour les soignants suspendus, alors vous allez dire c'est facile de dire ça. Je suis dans ce cas-là. C'est pas facile tous les jours. Par contre, j'ose vous dire, mesdames, messieurs, sachez une chose, c'est que déjà, alors attention, je le dis en toute humilité, on a été également l'un des remparts, pour moi, également, contre l'obligation contre l'obligation, si on veut dire, de vaccination des enfants. C'est-à-dire qu'à ce jour, ce n'est pas le chose, mais je trouve qu'en termes de symbolique, on a montré également qu'en ne l'acceptant pas pour nous, on ne l'acceptait pas pour les enfants également pour la suite. Malgré là ce qui pourrait potentiellement passer, c'est-à-dire on a déjà montré une sorte de forme de rempart. Donc vous pouvez être fiers de vous, je pense déjà ne serait-ce que là-dessus, parce que même si vous avez donc tenu et autres, on est bien d'accord que là on est sur une maltraitance des soignants suspendus. Oui, c'est très, pour moi, je vous le dis avec mes mots, c'est très pervers. Quand je vois notamment un commentaire, notamment de Marc Roger, donc on peut tout perdre, maison, ne plus avoir de quoi se nourrir et crever. Permettez-moi, oui, à ce jour, actuellement, c'est ça. Quand certains disent, mais il y a bien des solutions, pour certains, c'est non. Donc, je comprends la détresse de nombreux soignants. C'est d'où l'importance, vous, de mobiliser des fois des citoyens, des élus, pour que d'autres se bougent, pour venir en aide à ces soignants, pour éventuellement faire changer les choses politiquement avec les élus locaux. Ce n'est pas derrière nos ordinateurs, permettez-moi, en disant c'est illégal, qu'on va aider les soignants qui sont aujourd'hui, actuellement, dans une galère. Donc, il y a tous les citoyens, pour ceux qui sont concernés ou ceux qui ne sont pas concernés directement, qui ne sont pas suspendus. Le meilleur moyen, selon moi, d'aider les soignants, c'est de faire des dons aux syndicats Liberté Santé, aux associations qui leur viennent en aide. C'est éventuellement de trouver des solutions pour éventuellement aller aider de manière directe avec des repas ou je ne sais quoi, des dons alimentaires, ce que vous souhaitez, pour les aider à bouffer, arriver à identifier les collectifs qui peuvent leur venir en aide des fois à l'échelle locale, ne serait-ce que pour les aider à payer les loyers. Actuellement, c'est ça. Et surtout, arriver à mobiliser du monde. C'est le seul moyen, la seule aide que vous pouvez leur faire, il me semble, aujourd'hui. On a une question de Valérie Gauthier, 20h47, je la lis. Est-il possible d'attaquer sur le fait que l'injection ne protège pas de la transmission? Ah oui, là, je voulais la retrouver, je voulais en reparler également. On fait suite un peu à l'évolution, effectivement. Alors en fait, c'est pas nouveau, parce que le Conseil d'État, puis le 1er avril 2021, avait répondu à la question en disant je suis saisi par un retraité qui a été vacciné et qui demande à ce que les restrictions sanitaires qui s'appliquaient en population générale ne le concernent pas. C'est intéressant comme question. En d'autres termes, est-ce que maintenant que je me suis soumis à cette injection, je n'aurais quand même pas le droit de retrouver une vie normale? C'est un peu ce qu'il essayait de sous-entendre. Le Conseil d'État avait dit dès le 1er avril 2021, non, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas assurer à 100% que la vaccination empêcherait la transmission. Voilà. Donc c'était déjà quelque chose qui existait. Donc moi, dans mes requêtes depuis août 2021, cet élément, il est déjà avancé en fait.
c'était pas nouveau. Il y avait que dans les médias où on disait le contraire, mais en fait, juridiquement et scientifiquement, si vous cherchiez un petit peu les informations, oui, on pouvait encore discuter un peu de la proportionnalité, en tout cas de la division de ce risque, mais en tout cas, on savait déjà que sur le principe, ça n'empêchait pas la transmission. Donc on peut en parler aujourd'hui, il n'y a pas de souci, mais voilà, cette argumentation, elle est déjà développée. Maintenant, c'est un élément de plus. Si on plaide, c'est l'occasion d'ajouter ça. Mais voilà, c'était déjà pas un débat en fait à l'époque. Oui, et puis c'est surtout, là je le redis, alors pour avoir suivi un petit peu l'actualité également, on a pris ça comme limite une nouveauté. Regardez, en fait, ça sort. Il faut bien rappeler une chose, si on écoute des scientifiques, certains scientifiques, notamment je vous prends l'exemple de Christine Coton, eux, dès le départ, avaient attaqué dès 2020 en disant clairement également aussi que les documents des laboratoires n'avaient jamais évalué la transmission. Ça n'a jamais été évalué. Donc, cette information donnée par une cadre de Pfizer au Parlement européen n'a fait que confirmer ce qui existait déjà dans les dossiers, les documents d'AMM déposés donc auprès de l'Agence européenne du médicament. Ils n'ont rien inventé, ils n'ont jamais rien dit d'autre. C'est très bien qu'ils ont posé la question, ça a permis de clarifier, de redire, de faire redire ce qui était déjà dans les documents officiels des laboratoires, mais ça n'a jamais été évalué. Alors, quand il nous parlait de transmission, il faut bien savoir que notre gouvernement et les politiques s'appuyaient sur des pseudo-études de vie réelle et pas sur les documents des laboratoires. Donc, on s'est dit, regardez, en fait, ils avouent que la transmission... Non, mais en fait, les laboratoires n'ont jamais parlé de ça. Donc, attention, encore une fois, c'est quand on saisit d'une information, plutôt que de sauter dessus, c'est finalement parler de quoi. C'est la raison pour laquelle certains fact-checkers, comme ils disent, certains ont sauté sur l'occasion pour dire non mais attendez, il n'y a rien de nouveau. Mais c'est normal, il n'y a rien de nouveau. Dans les documents des laboratoires, jamais rien n'a été évoqué. Je parle bien des documents des laboratoires sur la transmission. C'est des études en vie réelle sorties de je ne sais où par les gouvernements, là, qui disaient regardez, on voit que ça réduit de 30% la transmission, etc. C'était uniquement là-dessus qu'ils s'appuyaient pour juste le pass sanitaire, etc. Voilà pour ma part. Alors, il y avait une autre remarque, donc c'était un commentaire de GQ, juste un peu plus bas. Le Conseil constitutionnel ne se déjugera pas. Alors justement, c'est ce qu'on disait, il n'a pas jugé. Donc, il n'a pas besoin de se déjuger puisqu'il n'a pas jugé. Il ne s'est pas prononcé sur la question de la conformité de l'obligation vaccinale contre la Covid-19 à la Constitution. Il a déjà jugé que l'obligation vaccinale était possible en France et que c'était conforme à la Constitution. Mais encore une fois, là, on est quand même dans une situation complètement différente. C'est pas la même chose. On est sur une obligation vaccinale qui porte sur un produit qui est particulier et assorti d'une sanction qui, elle, n'existe pas avec d'autres vaccinations obligatoires. Donc, on n'est pas dans la même situation. Et comme nous ne sommes pas dans la même situation, une solution différente pourrait tout à fait intervenir. Maintenant, est-ce que cette solution va intervenir? Ça, je ne sais pas, puisqu'aujourd'hui, aucune QPC concernant l'obligation vaccinale n'a été transmise au Conseil constitutionnel. Bon, en tout cas, merci pour ces éléments. Je crois qu'on a traité pratiquement toutes les questions. Est-ce que, alors tout de suite, là maintenant, si vous avez des suggestions, notamment pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous les mettre là en commentaire, Facebook ou YouTube. On a déjà donc à la 5e émission sur Justice citoyenne, regard croisé. D'habitude, on essaie de faire moins d'1 heure, on est à 1h15. Mais on voulait prendre le temps quand même d'expliquer les différentes questions. Je ne vois pas. Alors on n'a pas pu répondre à tout le monde. Je vois qu'il y a encore des questions et je tenterai d'y répondre en fait dans les commentaires de la vidéo. Donc moi, je vous invite à remettre ces questions dans les commentaires de la vidéo et je vais essayer de répondre un petit peu à tout le monde au fur et à mesure. Donc voilà, on va essayer de vous orienter. On va conclure cette émission, je pense, Pierre, parce qu'effectivement, on arrive à 1h15. Et en tout cas, on voit vos questions dans les commentaires. Posez-les dans les commentaires de la vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, j'essaierai d'y répondre rapidement et ça va vous permettre comme ça d'avoir les réponses à vos interrogations. Pour la semaine prochaine, donc, on se retrouve à 20h. Mettez également les sujets que vous souhaiteriez qu'on puisse évoquer. Aujourd'hui, c'était la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité.
Si vous êtes encore plus friand de ce genre de sujet, c'est mon domaine d'intervention, le droit constitutionnel. On pourra parler de bloc de constitutionnalité, on pourra parler de séparation des pouvoirs, on pourra parler de tout ça si vous voulez. Ce sera avec grand plaisir. Et en tout cas, merci Pierrick d'avoir apporté ce regard croisé de citoyen. Tu es en plus impacté par tout ce qu'on est en train d'expliquer, donc c'est agréable de t'avoir à nos côtés. Eh ben, merci beaucoup David encore pour ces éclairages très précis sur le droit qui rendent le droit accessible à n'importe quel citoyen. C'était très compréhensible. Merci en tout cas voilà, encore une fois, de ces éclairages. On le redit une dernière fois, pensez à vous abonner si c'est possible, donc aux pages Facebook, aux chaînes YouTube, à relayer, à inviter vos amis à liker les pages, les chaînes. C'est grâce à vous également qu'on arrive à donner de la visibilité, à montrer d'autres choses aux personnes pour vraiment que la citoyenneté, on va dire que les citoyens se ressaisissent vraiment de ce qui se passe, perçoivent un ensemble de choses et pour qu'on puisse continuer à avancer. C'est du travail de longue haleine, il faut bien se le dire. Voilà, on est vraiment bien entendu, on vous tiendra informé des QPC, des solutions qui seront données, des nouvelles QPC qu'on va essayer de poser. À mesure que le temps passe, on voit bien que tout le château de cartes s'effrite. Donc, il faut être là le jour où le château de cartes sera sur le point de s'écrouler. Et j'espère qu'on pourra y contribuer par le droit et par le respect de l'état de droit. Et en tout cas, alors vous allez me dire c'est du détail technique, hein, mais j'espère pour la 6e émission, donc celle de lundi prochain que l'on aura, on est en train de travailler dessus, les nouveaux teasers également. Voilà, propre aux couleurs de l'émission. En tout cas, merci à toutes et à tous. On vous souhaite une bonne soirée. Bon courage tout le monde. Tenez bon. Mettez-vous en lien. C'est super important. Et on vous dit à lundi prochain, 20h.